Oui, bonjour ou bonsoir. Euh, je voudrais vous parler dans cette vidéo de, de l'origine de la création, donc de l'absolu, de la création et de la manifestation, qui peut aider à comprendre la nature de notre être euh, absolu, véritable. Euh, donc, vous connaissez cette citation de la Bible: au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc, qu'est-ce que ce Verbe? Donc, on l'appelle aussi le Logos. Le Logos, donc, ce n'est pas simplement le verbe, le mot verbal, c'est le verbe qui sort de la bouche. C'est une manifestation du Logos. Mais le Logos originel, c'est le pouvoir de création. Et le pouvoir de création, il est sorti de ce qu'on ne peut pas nommer, de l'absolu que l'on est, de l'être absolu, qui est au-delà de toute description, euh, au-delà du temps et de l'espace, omniprésent, c'est-à-dire au-delà de la présence et de l'absence, qui dépasse l'entendement du mental. Donc de cet innommable, ou du Tao, on peut l'appeler comme on veut, que le mental ne peut absolument pas comprendre ou expérimenter. Un premier jaillissement, une première vibration, qui est ce verbe ou ce logos. On appelle ça aussi en Inde, dans la tradition de Sant Mat, la voix des saints, le Shabd ou le Nam. Chez les musulmans, d'autres noms, mais c'est la même chose. Donc cette première vibration sortie de l'absolu, et pour que cette première vibration puisse s'exprimer, il lui faut de l'espace. Donc il y a une première notion d'espace qui sort en même temps que cette vibration, qui est l'aspect, je dirais, qu'on peut considérer féminin, et la vibration masculin, donc correspondrait au lingam, la première vibration, et la yoni, l'aspect féminin, l'espace. On appelle ça aussi surat en Inde, surat. Surat, c'est l'attention, l'attention, donc c'est une qualité plutôt féminine. Et la vibration, le lingam, qui essaie de pénétrer l'espace. Donc de l'absolu émergent deux principes en fait qui sont la naissance du yin-yang, on pourrait appeler ça aussi. Donc, ou du je suis. Je qu'on peut considérer être la vibration, la première vibration, et suis qui est une réflexion de l'être absolu, qui est l'être manifesté. Je suis, qui est plutôt l'aspect féminin, l'espace dans lequel je pénètre. Donc ce je suis, son nez naissent ensemble comme une réflexion divisée de l'être absolu que l'on est. Bien sûr, au-delà de la personne, de tout ce qu'on peut voir là. Donc cette première explosion, qui est en même temps la création, les prémices de la création de l'espace-temps, puisque pour pouvoir expérimenter quelque chose, ou quelque chose s'exprime, il faut qu'il y ait une première notion, aussi subtile soit-elle, d'espace-temps, pas aussi grossière qu'on l'expérimente ici, mais c'est les prémices de l'espace-temps, on pourrait dire, avec ce premier je suis. Et quand il y a une division, il y a déjà une division, puisqu'il y a un deux, un début de deux, donc il y a déjà cette notion de séparation. Et qui dit séparation dit
identification avec une entité différente d'une autre entité. Donc la différence est bien sûr le changement inhérent à l'espace-temps. Et donc de là, de par l'identification à une forme, et donc la naissance de la différence, donc la première notion du mental, que les choses il y a déjà un mal-être inhérent à ça, comme j'ai parlé dans la vidéo sur la blessure originelle, le fait de se sentir séparé, différent, il y a quelque chose qui sonne faux quelque part, parce qu'il y a la mémoire qui a été cachée, mais il y a une mémoire profonde de l'être absolu que l'on est, et donc le fait même au je d'être né, ou je suis d'être né, il y a une douleur intrinsèque de par la notion de séparation, de différence. Donc quand il y a différence, il y a bien sûr aussi jugement, puisque l'autre est différent. Pourquoi il est différent? On commence à ajouter des rêves de seconde, troisième, quatrième, cinquième génération. Le premier rêve, c'est je suis, de l'être absolu. Le premier rêve, c'est je suis, c'est le verbe divin. Et après se multiplient les degrés de rêve, on s'enfonce plus profondément dans le rêve. Et quand on est identifié à une personne, à une entité, ou dans des plans intermédiaires, parce qu'il y a beaucoup de régions entre les deux, mais là on est là dans le plan physique, à partir du moment où on est identifié à une personne, on est très loin dans le rêve, dans un rêve de X générations. Et donc comme il y a une différence, l'autre est différent, la tendance c'est à vouloir annuler la différence. Parce qu'il y a quelque part une non-acceptation que l'autre soit différent, ou soit autre, ou soit séparé. Donc il y aura toujours cette tendance à vouloir annuler cette séparation, cette différence, parce qu'il y a un souhait, il y a un désir de retourner quelque part à son origine, qui est caché. Donc tant qu'on est bien dans le rêve, qu'on supporte le rêve, ça se passe, on souffre, on se réjouit, on souffre, on se réjouit. Et à un moment donné, il peut y avoir un appel du soi, de l'être absolu que l'on est, qui à travers la personne, de l'illusion de la personne, de l'apparence de la personne, de l'entité séparée, qui cherche, qui souhaite retourner à sa nature. Il y a comme comme si sa maison nous appelle. On n'en est jamais sorti, mais on est dans l'illusion d'avoir quitté notre maison, d'être ailleurs qu'à notre place. Donc il y a un sentiment de malaise, qu'est-ce que c'est que ce monde où il y a toutes ces souffrances, ces injustices, ces inégalités, ces guerres, ces atrocités. Qu'est-ce que je fais là, dans tout ça? Donc il y a cette quête qui commence avec tout ce questionnement existentiel. Et qui suis-je dans tout ça? Est-ce que je suis vraiment... On arrive à des questions comme est-ce que je suis vraiment ça, cela, qui se sent séparé, et avec toutes les blessures que ça implique de séparation, d'abandon, de trahison, d'injustice et autres, qui sont des blessures de seconde génération liées à la première blessure originelle, qui est quand le je suis apparaît. Donc là, il y a une mémoire de souffrance, d'inconfort. Il y a cette première apparition, cette existence, ce sentiment de j'existe ou je suis. Donc, voilà, on a créé toutes sortes, plus on s'est enfoncé loin dans le rêve, plus on a créé des barrières, et des sécurités pour quelque part se maintenir dans le rêve, parce qu'on est tellement pris dans le rêve qu'on a peur de ce qui dépasse le rêve, ou de questionner ce rêve même est douloureux pour la personne qui y rêve, parce qu'il est tellement persuadé que c'est vrai. Donc de le remettre en question, ça fait peur. Mais quand l'appel est fort, on ose se questionner ses croyances, ses concepts, et les résistances qu'il y a entre ce que je suis et la réalité. Donc, quand on s'est enfoncé loin dans le rêve, il peut y avoir une couche assez épaisse
de programmes dans cet ordinateur, de croyances, de concepts, et qui fait que la croyance racine, c'est je suis le corps, je suis ceci, je suis Franck. Donc cette identification. Donc quand on questionne ça, on va retirer l'attention portée sur les objets, ou même sur cet objet-là. L'identification au corps, la personne, les pensées, les émotions, les sensations physiques deviennent aussi des objets. Pas seulement les objets extérieurs, mais ça, plus on on porte l'attention vers je, le centre, qui perçoit, le sujet, même ça nous apparaît comme des objets. Le corps, les pensées, les émotions, les sensations. Donc c'est ramener, subjectiver notre attention, ramener l'attention qui était portée vers l'extérieur, la tirer vers celui qui expérimente. Donc on retourne à la racine. À la racine, donc au je suis. Et quand on n'a plus peur d'être là avec nous-mêmes, parce qu'on passe, vous avez peut-être remarqué que généralement on passe notre temps à se fuir dans des activités, un moment où ça va pas, on fuit l'inconfort et on cherche le bien-être. Et quand on reste ici et qu'on comprend que c'est une quête sans fin, cette quête du bien-être, ou des paradis lointains que les religions nous promettent aussi, mais elles font partie de tout ce qui n'est pas ici et maintenant, fait partie d'espace-temps, donc quelque chose qu'on va atteindre plus tard, à un moment donné, des paradis ou autres, ou une samadhi, ou des états de conscience ou de grâce, quelque chose, tout ce qui n'est pas ici et maintenant, c'est quelque chose qui est placé dans le temps et donc qui n'a pas d'existence réelle. Parce que la réalité n'admet aucun changement. Tout ce qui change fait partie de la base de l'espace-temps qui est elle-même, qui n'est pas réel. Parce que demain, comme je le disais, demain n'arrive jamais, on est toujours maintenant, et là-bas, de la même manière, n'est pas réel. On est toujours ici et maintenant. Donc là-bas, demain, sont des apparences comme des mirages dans le désert, qui semblent exister, mais quand on les questionne, qu'on regarde de plus près, on voit qu'elles n'ont qu'une apparence d'existence. Donc la seule réalité, on n'en est peut-être pas conscient aujourd'hui, mais c'est ce qu'on est. Parce que cette conscience, cet absolu, cet être absolu qu'on est, c'est volontairement voiler la face, se ment à lui-même pour se faire croire qu'il est un acteur séparé d'autres acteurs pour jouer la comédie et pleurer et rire. C'est un jeu divin, c'est ce qu'on appelle la lila de Dieu. Donc on s'amuse, c'est-à-dire en tant que rêveur absolu, on s'amuse à ce jeu et à un moment donné on se dit j'ai assez joué maintenant, je reviens à moi-même. Donc c'est ça, réaliser que tout ça, ça se passe dans un espace-temps dans un espace de rêve qui semble réel, dur, la table, les objets, tous les émotions, les sensations, tout semble vraiment absolument réel. De la même façon que quand vous rêvez, ça vous paraît réel. Vous mangez, vous faites l'amour, vous courez dans les bois, et c'est absolument réel. Et quand vous rêviez, vous dites mon Dieu, c'était un rêve. Et pourtant, vous étiez sûr que c'était réel. C'est exactement la même chose dans le plan physique. On est absolument persuadé que c'est réel, parce que c'est tellement bien fait que chapeau à nous, à l'être absolu que l'on est d'avoir, de rêver tout ça, parce que c'est tellement magnifiquement rêvé, même s'il y a du plus et du moins, de l'agréable, du désagréable, mais ce mélange est incroyablement beau si on sait regarder et qu'on voit que c'est une projection. Voilà. Alors le chemin de retour, c'est ça, c'est observer
de retour. En fait, on n'a pas bougé. On est toujours là, dans l'éternité, maintenant. Mais comme on est identifié et comme on parle, si on est trop identifié au mental, au corps mental, égo, donc on parle au corps mental égo et on lui dit qu'il faut retourner à la maison parce qu'il n'est pas prêt à entendre qu'il est déjà. Parce qu'il est identifié à ce rêve tellement il y a ce corps, il y a tous les personnages. Donc, il n'est pas prêt à entendre peut-être. Mais peut-être il y a quelque chose en vous qui entend en même temps ça, que ce que vous êtes est déjà à la maison, n'a jamais bougé. L'éternité, c'est ce que vous êtes. Voilà. Mais si on l'entend qu'à demi-oreille, on va peut-être avoir besoin d'apprendre à déprogrammer, enlever les croyances, les concepts et questionner toutes ces résistances, ces filtres qu'il y a entre moi et ce qui est. Et ce qui est qu'on peut appeler, en fait, qui est le I am, qui est le je suis en français. Donc je suis ce qui est. Donc ce qui est, c'est la première manifestation, le verbe en fait. Le verbe, c'est une conjugaison de je suis ou de ce qui est. Mais ce qui est, c'est déjà un premier jet, une première impulsion. Mais de quoi est sorti ce je suis ou ce qui est? C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. On dit l'absolu, l'être absolu. Donc c'est dans le sens que ça ne dépend pas de quelque chose. L'être absolu que l'on est ne dépend d'aucune circonstance. La paix que l'on est ne dépend pas d'objets extérieurs. La paix de cette personne dépend de circonstances, suivant les émotions, les sentiments, selon l'attitude des uns des autres, du temps, etc., de l'humeur. Donc pour la personne, oui, la paix dépend des circonstances, dans l'espace-temps, dans ce rêve de l'espace-temps, dans cette expérience. Mais ce que je suis, la paix intrinsèque à ce que je suis est indépendant de toute circonstance. Donc voilà, donc j'ai essayé de retracer un petit peu pour donner une image, un dessin de comment le rêve commence et ce qu'on est nous avant le rêve. Il n'y a même plus d'avant, on est obligé d'employer des mots, mais c'est même pas avant. C'est là maintenant. Ce qu'on est, c'est ce qu'on est maintenant. Qu'on a toujours été, qu'on sera toujours. Mais d'avoir une petite image comme ça, et ça peut être une aide, et de porter son attention vers soi-même, vers le sujet. Parce que derrière ce sujet de l'ego mental, derrière ce sujet, quand on commence à le voir comme un fantôme qui en fait n'existe pas réellement, semble exister, commence à poindre, à se révéler. Ce qui a toujours été là, c'est ce qu'on est réellement, l'être absolu, l'être véritable. Voilà. Donc tout va bien, en dépit des apparences, même si le monde va bien ou mal, ou ce qui se passe dans tout ce jeu-là, en fait, pour ce qu'on est, il n'y a aucune difficulté, c'est juste une expérience. Mais ce qu'on est n'est pas intrinsèquement touché. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc si on peut se relaxer dans ce désespoir total où il n'y a plus aucun espoir de transformer ce rêve, on peut l'améliorer un peu, mais quand on a vu que c'était une expérience et que ce qu'on est on est déjà ça, il n'y a plus vraiment d'espoir ou d'attente de besoin que ça change, parce qu'on réalise qu'on est déjà complet en soi, dans ce qu'on est, dans cet être avant la création, avant que le verbe ne se manifeste. Voilà. Merci d'avoir écouté, et puis je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez.
Merci. Bye bye.